Salut à tous et bienvenue sur Mr. Tools IA. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un peu différent. Au lieu de vous parler d'un outil tout fait, je vais vous montrer comment en construire un vous-même de zéro avec l'aide de l'intelligence artificielle. L'objectif, transformer automatiquement une vidéo longue, un podcast, une interview, une conférence en plusieurs shorts verticaux prêts à publier avec les meilleurs passages sélectionnés automatiquement, un recadrage en 9/16, des sous-titres animés qui défilent mot par mot et même une musique de fond. Le tout gratuitement, sans abonnement, sans clé API payante et qui tourne directement sur votre PC Windows. Si vous suivez un peu l'actualité de la création de contenu, vous savez à quel point le format court est devenu incontournable. Le problème, c'est que découper manuellement 1 heure de podcast en 10 shorts bien choisis, avec sous-titres et recadrage, cela peut prendre des heures de travail. C'est exactement le genre de tâches répétitives et mécaniques que l'automatisation et l'intelligence artificielle savent très bien prendre en charge. Vous n'avez pas besoin de savoir coder pour suivre cette vidéo. On va tout construire ensemble, étape par étape, en expliquant chaque choix technique et surtout chaque erreur qu'on a rencontrée en cours de route, parce que c'est souvent là qu'on apprend le plus. Accrochez-vous, on démarre. Avant de plonger dans le code, prenons quelques instants pour comprendre l'architecture globale, parce que c'est cette vision d'ensemble qui va rendre tout le reste beaucoup plus facile à suivre. Le processus se découpe en 7 étapes, organisées comme une chaîne de montage. Chaque étape prend le résultat de la précédente et le transforme un peu plus jusqu'au produit fini. Première étape, la transcription. On prend l'audio de la vidéo et on le transforme en texte, avec un minutage précis, seconde par seconde, mot par mot. C'est la fondation de tout le reste. Sans transcription, impossible de savoir de quoi parle la vidéo et impossible de générer des sous-titres synchronisés. Deuxième étape, la détection des moments forts. À partir de cette transcription, on identifie les passages les plus intéressants, les plus susceptibles de capter l'attention. Une anecdote, une punchline, une révélation, un conseil marquant. C'est ici qu'on va faire intervenir ou pas une intelligence artificielle. Troisième étape, la sélection des clips. On choisit les meilleurs passages avec leur timestamp de début et de fin, en évitant qu'ils se chevauchent et en respectant une durée cible typiquement entre 20 et 90 secondes. Quatrième étape, le découpage vidéo. On extrait physiquement ces segments de la vidéo source un par un. Cinquième étape, le reformatage vertical. On passe du format 16:9 classique, celui d'un écran d'ordinateur ou d'une caméra, au format 9:16, celui des shorts, des reels, des stories, adaptés à un écran de smartphone tenu verticalement. Sixième étape, les sous-titres animés, avec un effet de surlignage mot par mot, très populaire sur les plateformes courtes qui aident énormément à la rétention de l'attention puisque beaucoup de gens regardent sans le son. Et enfin, septième étape, l'export final avec nos fichiers vidéo prêts à être publiés, accompagnés éventuellement d'une musique de fond. Ce qui est intéressant, c'est que chacune de ces étapes peut être réalisée avec des outils gratuits et qui tournent en local, sur votre propre ordinateur. Pas besoin de dépendre d'un service cloud payant, pas besoin d'envoyer vos vidéos sur un serveur tiers. On va voir comment, étape par étape, en commençant par la transcription. Commençons par la transcription. Pour cela, on utilise Whisper, un modèle de reconnaissance vocale développé par OpenAI, mais qu'on fait tourner en local grâce à une bibliothèque Python qui s'appelle Faster Whisper. C'est un point important à bien comprendre, cette transcription ne passe par aucun serveur externe, elle tourne entièrement sur votre machine, gratuitement, et sans limite d'utilisation, même si vous traitez des dizaines de vidéos par jour. Concrètement, dans le code, on charge le modèle une seule fois, et on le garde en mémoire pour les traitements suivants pour éviter de le recharger à chaque vidéo, ce qui serait inutilement lent. Ensuite, on demande la transcription avec 2 options importantes. La première, c'est le minutage mot par mot qu'on active explicitement pour qu'on puisse plus tard synchroniser précisément les sous-titres sur la voix
La deuxième, c'est un filtre de détection d'activité vocale qui permet d'ignorer automatiquement les silences et les bruits de fond plutôt que de les transcrire n'importe comment. Le résultat, c'est une structure de données avec 3 éléments. D'abord, le texte complet de la vidéo sous forme d'une seule grande chaîne de caractères. Ensuite, une liste de segments, c'est-à-dire des phrases ou groupes de phrases avec leur heure de début et de fin. Et enfin, une liste de mots individuels, chacun avec son propre timestamp à la centième de seconde près. C'est cette granularité mot par mot qui va nous permettre, beaucoup plus tard dans le pipeline, de faire des sous-titres animés vraiment précis, avec un effet de surlignage qui suit exactement le rythme de la voix. Un détail pratique qui a son importance. Whisper existe en plusieurs tailles de modèles, de tiny, très rapide mais moins précis, jusqu'à large, très précis mais nettement plus lent, en particulier sur un ordinateur sans carte graphique dédiée. Pour un usage sur un ordinateur classique, le modèle Small est un excellent compromis entre vitesse et qualité. Il transcrit environ 10 à 30% du temps réel de la vidéo, donc une vidéo de 30 minutes se transcrit en gros en 3 à 9 minutes. Voici l'étape la plus intéressante et probablement celle qui pose le plus de questions. Comment savoir automatiquement quels passages d'une vidéo longue vont bien fonctionner en format court? La première approche la plus évidente, c'est d'envoyer la transcription à un modèle de langage, une intelligence artificielle générative, et de lui demander d'identifier les meilleurs passages avec un score de pertinence, un titre accrocheur et une justification. C'est très efficace parce qu'une IA générative comprend réellement le sens et le contexte du texte, pas seulement des mots isolés. Mais cela pose un problème concret. Si vous utilisez une API payante comme celle de Claude ou de GPT, chaque vidéo traitée vous coûte de l'argent, même si c'est modeste, quelques centimes par vidéo en général. Et l'objectif ici, c'est un outil entièrement gratuit, utilisable, sans limite. Alors, on a mis en place 2 méthodes, choisies automatiquement selon ce qui est disponible sur votre machine, avec une bascule intelligente entre les deux. La première, c'est l'utilisation d'une IA locale via un outil qui s'appelle Ollama. Ollama permet de faire tourner des modèles de langage open source directement sur votre ordinateur, gratuitement, sans limite et sans que vos données ne sortent jamais de votre machine. Il suffit de l'installer une fois, de télécharger un modèle avec une simple commande et il tourne en arrière-plan prêt à être utilisé. Si Ollama est installé et qu'un modèle est téléchargé, notre application le détecte automatiquement au démarrage du traitement et l'utilise pour analyser la transcription et identifier les meilleurs moments, exactement comme le ferait une IA cloud payante, mais à coût zéro et en toute confidentialité. La deuxième méthode, c'est une solution de secours entièrement locale et sans aucune intelligence artificielle, qui fonctionne immédiatement sans rien installer de plus. Elle combine plusieurs signaux mesurables. D'abord, l'intensité vocale, c'est-à-dire le volume de la voix mesuré directement sur la piste audio, sachant qu'on parle souvent plus fort ou avec plus d'énergie sur les passages marquants, les moments d'enthousiasme ou de colère par exemple. Ensuite, la présence de mots-clés accrocheurs comme des superlatifs, des mots liés à la surprise, à l'urgence ou à l'émotion, dans les 2 langues d'ailleurs, français et anglais, pour couvrir les contenus mixtes. Et enfin, la ponctuation. Une question ou une exclamation dans la transcription est souvent le signe d'un moment fort, un rebondissement, une déclaration marquante. On combine ces 3 signaux en un score unique pour chaque passage, on regroupe les phrases consécutives en segments candidats de la durée voulue, et on sélectionne les meilleurs scores en s'assurant qu'ils ne se chevauchent jamais dans le temps. Le résultat de cette méthode heuristique n'est évidemment pas aussi fin qu'une vraie compréhension du contenu par une IA générative. Elle ne comprend pas le sens, elle mesure des signaux de surface. Mais elle reste étonnamment efficace en pratique, et surtout, elle garantit que l'application fonctionne pour absolument tout le monde, dès la première utilisation, sans aucune installation supplémentaire gratuitement à chaque fois.
Une fois les meilleurs passages identifiés avec leur timestamp précis, il faut les extraire physiquement de la vidéo source. Pour cela, on utilise FFmpeg, l'outil de référence gratuit et open source pour le traitement vidéo en ligne de commande, utilisé par la quasi-totalité des logiciels de montage professionnel en coulisses, souvent sans même que l'utilisateur le sache. Une astuce technique qui vaut la peine d'être mentionnée parce qu'elle simplifie énormément l'installation pour un débutant. Plutôt que d'obliger l'utilisateur à installer FFmpeg séparément et à le configurer dans les variables d'environnement de Windows, ce qui peut être source de blocage pour quelqu'un qui découvre, on utilise une bibliothèque Python qui télécharge et embarque automatiquement un exécutable FFmpeg fonctionnel dès la première installation. Résultat, 0 installation manuelle, 0 configuration, cela fonctionne directement dès le premier lancement. Pour chaque clip sélectionné, on demande à FFmpeg d'extraire précisément la portion concernée avec un réencodage propre plutôt qu'une simple copie brute pour garantir que la coupe tombe exactement au bon endroit, à l'image près, sans décalage. Voici une étape où on a appris quelque chose d'important en cours de route, directement au contact d'un utilisateur réel, et je pense que cela vaut la peine de vous raconter l'erreur autant que la solution, parce que c'est exactement ce genre de retour terrain qu'on n'anticipe jamais depuis son propre bureau de développement. La première version de notre recadrage vertical fonctionnait de façon assez classique. On prenait la vidéo, on détectait le visage principal avec une technique de vision par ordinateur assez simple basée sur ce qu'on appelle un détecteur en cascade et on découpait une bande verticale centrée sur ce visage en jetant le reste de l'image à gauche et à droite. Cela fonctionne relativement bien pour des vidéos de type webcam simple, un visage qui parle face caméra sans rien d'autre à l'écran. Mais on est tombé sur un cas concret avec une vraie vidéo d'un vrai utilisateur où cela posait un vrai problème. Une vidéo qui contenait déjà du texte incrusté, des graphismes, des éléments visuels ajoutés par le créateur original, un peu à la manière d'une vidéo pédagogique avec des annotations à l'écran. Et là, le recadrage centré sur le visage coupait une partie de ce texte sur les côtés, tout simplement parce que ce texte n'était pas forcément positionné au centre de l'image, mais plutôt réparti sur toute sa largeur. La leçon à retenir ici, c'est qu'un algorithme de recadrage automatique ne peut jamais savoir avec une certitude absolue ce qui est réellement important dans une image, un texte, un logo, un graphique. Il vaut mieux, par principe de prudence, ne jamais supprimer de contenu de la vidéo source, quitte à sacrifier un peu d'esthétique. Donc on a changé complètement d'approche. Au lieu de couper l'image, on la conserve intégralement, en entier, et on la centre dans le cadre vertical. L'espace qui reste en haut et en bas est rempli avec une version agrandie et floutée de cette même image, ce qui donne un rendu propre et professionnel, une technique qu'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup d'outils de montage automatique du marché, comme CapCut par exemple. Concrètement, cela se fait avec un filtre FFmpeg en 2 couches, combinées en une seule commande. Une couche d'arrière-plan, la même image, très agrandie, recadrée pour remplir tout l'espace, puis floutée pour un effet purement décoratif. Et une couche de premier plan, l'image originale complète, mise à l'échelle pour tenir entièrement dans le cadre, sans aucune perte de contenu, superposée bien centrée par-dessus l'arrière-plan flou. Résultat. Plus aucun risque de perdre du texte, un logo ou n'importe quel élément visuel important, quel que soit le contenu exact de la vidéo source, avec en prime un rendu visuel plus élégant qu'un simple crop brutal. Passons aux sous-titres animés, ce fameux effet qu'on voit partout sur les shorts et les reels, où chaque mot s'illumine l'un après l'autre au rythme exact de la voix, un peu comme un karaoké. Pour générer cet effet, on utilise un format de sous-titres assez peu connu du grand public, mais très puissant, qui s'appelle ASS, pour Advanced Substation Alpha. Contrairement au format SRT classique que vous connaissez peut-être,
qui ne permet que du texte simple avec un minutage global par ligne, ce format permet de définir des styles précis, la police, la taille, la couleur du texte, la couleur du contour, la position à l'écran et surtout un système de balises karaoké qui contrôle exactement la durée d'affichage de chaque mot individuellement avec une précision à la centième de seconde. Et c'est exactement là que le minutage mot par mot qu'on avait récupéré à l'étape de transcription devient absolument essentiel. Pour chaque mot prononcé dans le clip, on connaît sa durée exacte et on l'encode directement dans le fichier de sous-titres sous forme d'une balise spéciale. On regroupe les mots par petits paquets, généralement 3 ou 4 mots, pour former des lignes lisibles à l'écran sans surcharger visuellement, et chaque ligne hérite du minutage précis de ces mots constitutifs. Côté style visuel, on a opté pour quelque chose qui rappelle les codes du format court, un texte blanc par défaut, qui devient jaune vif au moment où il est prononcé, avec une police grasse et un contour épais pour rester lisible sur n'importe quel fond d'image, et un positionnement dans le tiers inférieur de l'écran, là où l'œil s'attend naturellement à trouver des sous-titres. Une fois ce fichier de sous-titres généré pour un clip donné, on l'incruste directement dans la vidéo grâce à FFmpeg et sa bibliothèque de rendu de sous-titres, ce qui produit un fichier vidéo final où le texte fait partie intégrante de l'image, littéralement gravé dans les pixels. C'est important parce que cela veut dire que le résultat est prêt à être publié sur n'importe quelle plateforme, sans dépendre d'un lecteur vidéo compatible avec des sous-titres externes qui pourraient tout simplement ne pas s'afficher. Dernier ingrédient de notre pipeline, une musique de fond discrète mixée automatiquement sous la voix pour donner un rendu plus dynamique et plus professionnel au clip généré. Et c'est l'occasion de vous raconter un deuxième bug qu'on a rencontré parce que je trouve que c'est justement ce genre de détail qui fait la différence entre un projet qui fonctionne sur le papier et un projet qui fonctionne vraiment chez un vrai utilisateur sur une vraie machine Windows avec une vraie configuration qu'on ne maîtrise pas depuis son propre poste de développement. Le principe est simple sur le papier, on prend un morceau de musique libre de droit, par exemple téléchargé sur une plateforme comme Pixabay, qui propose des milliers de morceaux gratuits, même en usage commercial et sans attribution obligatoire. On réduit fortement son volume, autour de 15% du volume de la voix, pour qu'il reste clairement en retrait et ne couvre jamais la parole. On le fait boucler automatiquement s'il est plus court que le clip généré. Et on mixe les deux pistes audio ensemble avec FFmpeg via un filtre qui s'appelle Amix, spécialement conçu pour combiner plusieurs sources audio en une seule. Sauf qu'au moment de tester cela en conditions réelles sur la machine Windows d'un utilisateur, patatras. Tous les clips échouaient sans exception avec un message d'erreur générique qui ne disait pas grand-chose à première vue. En creusant, en ajoutant des journaux d'erreur plus détaillés dans le terminal, le message d'erreur exact est devenu très clair. Une option du filtre de mixage qui s'appelle Normalise n'était tout simplement pas reconnue par la version précise de FFmpeg installée sur cette machine, une version pourtant censée être identique puisqu'elle vient du même paquet Python. C'est un problème classique en informatique qu'on rencontre tôt ou tard dès qu'on distribue un logiciel à d'autres personnes. Le même code peut se comporter différemment selon la version exacte des outils installés sur chaque ordinateur, parfois même selon le système d'exploitation, Windows contre Linux dans notre cas. 2 leçons pratiques en découlent et je pense qu'elles s'appliquent bien au-delà de ce projet précis. Premièrement, ne jamais faire une confiance aveugle à un seul environnement de test. Ce qui fonctionne parfaitement chez le développeur ne fonctionne pas forcément chez l'utilisateur final et il faut absolument prévoir des journaux d'erreur détaillés pour pouvoir diagnostiquer à distance. Deuxièmement, quand un composant optionnel comme une musique de fond peut échouer, il ne doit jamais faire planter toute l'opération. On a donc ajouté un mécanisme de sécurité, une capture d'erreur dédiée, pour que si le mixage de la musique échoue pour une raison quelconque, le clip soit quand même généré normalement, simplement sans musique cette fois-là, plutôt que de tout perdre et de frustrer l'utilisateur. Pour la correction définitive du bug lui-même,
La solution a été plutôt simple une fois la cause identifiée. On a retiré cette option incompatible et on l'a remplacée par un ajustement manuel du volume appliqué après le mixage, une solution un peu plus artisanale mais surtout compatible avec toutes les versions de FFmpeg sans exception quelle que soit la machine sur laquelle elle tourne. Petite parenthèse pour ceux d'entre vous qui voudraient reproduire ou adapter ce projet, parlons rapidement de la façon dont le code est organisé parce que la structure compte autant que le contenu. Plutôt que d'écrire un seul immense fichier qui fait tout, ce qui deviendrait vite illisible et impossible à déboguer, on a découpé le projet en petits modules, chacun responsable d'une seule chose, avec un nom qui correspond directement à une étape du pipeline qu'on vient de décrire. Un fichier pour la transcription, qui ne s'occupe que de cela. Un fichier pour la détection des moments forts, qui lui-même s'appuie sur deux sous-modules, l'un pour Ollama, l'autre pour la méthode heuristique. Un fichier pour le découpage vidéo. Un fichier pour le recadrage vertical. Un fichier pour les sous-titres. Un fichier pour la musique de fond. Et un fichier utilitaire partagé, qui centralise tout ce qui touche à FFmpeg pour éviter de dupliquer du code d'un module à l'autre. Par-dessus tous ces modules, un fichier d'orchestration qu'on appelle le pipeline, qui ne fait qu'une seule chose, appeler chaque étape dans le bon ordre en transmettant le résultat de l'une à l'entrée de la suivante et en gérant proprement les erreurs à chaque étape pour qu'un problème sur un clip n'empêche jamais la génération des autres. Et enfin, tout en haut, l'application web elle-même qui reçoit la vidéo envoyée par l'utilisateur lance ce pipeline d'orchestration dans une tâche d'arrière-plan et permet de suivre la progression en temps réel depuis le navigateur. Cette organisation modulaire a un avantage énorme au-delà de la simple lisibilité. Chaque module peut être testé, corrigé ou amélioré indépendamment des autres. C'est exactement ce qui nous a permis par exemple de corriger le bug du recadrage ou celui de la musique de fond sans jamais toucher au reste du pipeline. Si un jour vous voulez ajouter une fonctionnalité, disons une traduction automatique des sous-titres, il vous suffirait d'ajouter un nouveau module dédié et de l'insérer à la bonne place dans l'orchestrateur. Tout ce qu'on vient de décrire tourne en coulisses, mais pour que ce soit vraiment utilisable par n'importe qui, y compris quelqu'un qui n'a jamais écrit une ligne de code, il fallait une interface simple et visuelle. On a donc construit une petite application web locale avec Flask, un framework Python léger et très largement utilisé. Concrètement, cela donne une page qu'on ouvre dans son navigateur habituel à l'adresse localhost avec une grande zone où on peut glisser-déposer sa vidéo ou cliquer pour la sélectionner, un bouton pour lancer la génération et une barre de progression qui affiche en temps réel l'étape en cours avec un message descriptif, transcription en cours, détection des moments forts, découpage du clip numéro temps sur temps, recadrage vertical, ajout des sous-titres, mixage de la musique. Cette barre se met à jour automatiquement toutes les 2 secondes en interrogeant le serveur en arrière-plan sans qu'il soit nécessaire de recharger la page. Une fois le traitement terminé, chaque clip généré s'affiche directement dans la page sous forme de petite carte verticale avec un aperçu vidéo qu'on peut lire directement sur place pour vérifier le résultat, le titre attribué au clip, son score de pertinence et un bouton de téléchargement pour le récupérer. Le traitement lui-même se fait en arrière-plan dans un fil d'exécution séparé, ce qui permet à l'interface de rester réactive et de continuer à afficher la progression pendant que le travail se fait, même si cela prend plusieurs minutes. Et comme tout tourne en local sur votre propre machine, sans jamais transiter par un serveur externe, vos vidéos ne quittent jamais votre ordinateur, ce qui est un vrai plus en termes de confidentialité, particulièrement appréciable si vous travaillez sur du contenu sensible ou pas encore publié.
Avant de parler du script de lancement lui-même, un mot sur le seul vrai prérequis technique de ce projet, Python. C'est le langage de programmation dans lequel toute l'application est écrite et il doit être installé sur votre ordinateur pour que quoi que ce soit fonctionne. Si vous ne l'avez pas déjà, direction le site officiel python.org/downloads où vous trouverez un gros bouton de téléchargement qui détecte automatiquement votre système. Vous lancez l'installateur et voici l'étape sur laquelle il faut être particulièrement attentif, celle qui bloque 9 débutants sur 10. Sur le tout premier écran de l'installation, il y a une petite case à cocher en bas qui dit « Add Python Exit to Path », littéralement « Ajouter Python au chemin d'accès ». Cette case n'est pas cochée par défaut et si vous l'oubliez, Python sera bien installé, mais votre ordinateur ne saura pas où le trouver quand on lui demandera de l'exécuter, et vous aurez des erreurs incompréhensibles plus tard. Cochez-la systématiquement avant de cliquer sur Installer. Une fois l'installation terminée, vous pouvez vérifier que tout s'est bien passé en ouvrant une invite de commande et en tapant Python -- version. Si un numéro de version s'affiche, vous êtes prêt. Ceci étant réglé, parlons du script de lancement. Pour que ce projet soit vraiment accessible, même à quelqu'un qui n'a jamais ouvert un terminal de sa vie en dehors de cette vérification, on a préparé un script de lancement spécifique pour Windows, un simple fichier avec lequel il suffit de double-cliquer sans aucune autre commande à taper. Ce script vérifie automatiquement si Python est bien accessible et prévient clairement si ce n'est pas le cas. Il crée ensuite un environnement virtuel isolé, une sorte de bulle propre à ce projet, pour ne rien perturber sur le reste de l'ordinateur, ni entrer en conflit avec d'autres logiciels Python déjà installés. Il installe automatiquement toutes les dépendances nécessaires au premier lancement, ce qui peut prendre quelques minutes la toute première fois, puis démarre le serveur et affiche clairement l'adresse à ouvrir dans le navigateur. Les lancements suivants sont quasi instantanés puisque tout est déjà installé et mis en cache. Et surtout, point important à souligner, aucune carte graphique dédiée n'est nécessaire pour faire fonctionner cette application. Tout, la transcription, le traitement vidéo, le mixage audio, fonctionne très bien sur un simple processeur, ce qu'on appelle le CPU. C'est un peu plus lent que sur une machine équipée d'une bonne carte graphique, mais cela reste tout à fait utilisable au quotidien, y compris sur un ordinateur portable tout à fait standard, sans configuration exotique. Avant de conclure, je voulais prendre un moment pour revenir sur l'ensemble des erreurs qu'on a rencontrées pendant ce projet parce que c'est souvent la partie qu'on cache dans les tutoriels, alors que c'est très probablement la plus formatrice pour vous si vous vous lancez dans votre propre projet. Premier problème, celui du recadrage qui coupait du texte. La leçon, c'est qu'il ne faut jamais faire d'hypothèses trop fortes sur le contenu que vous traitez. Un algorithme conçu pour un cas simple, un visage seul face caméra, peut très mal se comporter sur un cas légèrement différent. La solution la plus robuste est souvent la plus prudente. Ne rien supprimer qu'on ne peut pas se permettre de perdre. Deuxième problème, un cache Python périmé. Quand on modifie un fichier de code, Python peut parfois continuer à exécuter une version compilée et mise en cache de l'ancien fichier sans qu'on s'en rende compte, ce qui donne l'impression trompeuse qu'une correction n'a servi à rien. La solution, simple une fois qu'on la connaît, supprimer le dossier de cache et redémarrer complètement l'application après chaque modification importante du code. Troisième problème, des formats audio incompatibles entre la voix de la vidéo et le fichier de musique téléchargé, l'un pouvant être en mono, l'autre en stéréo, avec des fréquences d'échantillonnage différentes. La solution a été de normaliser explicitement les deux pistes, même fréquence, même disposition des canaux, avant de les mixer, plutôt que d'espérer naïvement que cela fonctionne par défaut.
Quatrième problème, celui de l'option de mixage incompatible dont je vous parlais juste avant. La leçon ici, c'est qu'il faut toujours, autant que possible, tester son application sur la machine réelle de l'utilisateur final et pas seulement sur son propre environnement de développement qui est rarement représentatif, et surtout faire en sorte qu'une fonctionnalité optionnelle qui échoue ne casse jamais l'expérience principale de l'utilisateur. Ce sont exactement ce genre de détails invisible au départ, presque toujours découvert après coup, au contact d'un vrai utilisateur, qui sépare un prototype qui marche une fois dans des conditions idéales d'un outil réellement fiable, utilisable par n'importe qui, sur n'importe quelle machine. Et voilà, on a construit ensemble, étape par étape, un générateur de short automatique complet, transcription locale avec Whisper, détection intelligente des moments forts avec une IA locale gratuite ou une méthode heuristique de secours, découpage précis, recadrage vertical sans aucune perte de contenu, sous-titres animés mot par mot et musique de fond automatiquement mixée. Le tout gratuitement, sans clé API payante et qui tourne directement sur votre ordinateur sans jamais envoyer vos vidéos ailleurs. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ce genre de projet n'est plus réservé aux développeurs expérimentés avec des années de pratique. Avec les bons outils, une intelligence artificielle pour vous accompagner dans la conception et l'écriture du code, et un peu de patience pour déboguer les inévitables imprévus qu'on a détaillés tout au long de cette vidéo, vous pouvez créer votre propre outil sur mesure adapté exactement à vos besoins et à votre façon de travailler, plutôt que de dépendre indéfiniment d'un service payant tiers avec ses propres limites et son propre abonnement mensuel. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez qu'on aille plus loin sur ce projet, dites-le en commentaire. Un suivi de visage plus dynamique pour le recadrage, davantage de styles de sous-titres personnalisables, un export automatique directement vers les réseaux sociaux, il y a encore plein de directions possibles à explorer ensemble. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout sur Mr. Tools IA et on se retrouve très vite pour la suite.